c'est la dette qui est au centre de tous les débats. Je pense que tout le monde a compris que le sujet de la dette n'était pas un problème purement grec, c'est un problème politique. C'est l'architecture générale qui a détérioré la situation dans l'ensemble de l'Europe et cette situation n'est pas viable. Nous avons, dans le cadre du premier panel, la possibilité de donner la parole à des personnes très importantes issues des secteurs scientifiques et sociaux. Je voudrais donner la parole en premier lieu à Éric Toussaint. Il est historien, il est politologue. Et depuis avril 2015, enfin je ne vais pas vous présenter tout son CV, mais depuis avril 2015, il est coordinateur scientifique de la Commission pour la vérité qui a été créée en Grèce à l'initiative du Parlement grec. Il s'agit ici de vérifier ce qu'il en est de la dette étatique. Éric, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alain Gué pour cette invitation. C'est un très grand plaisir pour moi d'y avoir répondu et d'avoir préparé une communication sur le thème largement des alternatives, puisque le titre lui-même de la conférence indique bien qu'on parle des pays de la périphérie, de la crise de la dette et des alternatives. Alors je voudrais revenir sur la crise que nous traversons d'abord. Je pense que la crise que nous traversons au niveau de l'Union européenne traduit les relations centre-périphérie qui priment au sein de l'Union européenne et qui sont renforcées par le type de construction européenne. Le titre de la conférence parle de la dette des pays de la périphérie. Le problème dans l'Union européenne n'est pas le problème de la périphérie. Le problème, c'est la relation de domination des pays du centre sur les pays de la périphérie, auquel il faut ajouter, bien sûr, une grille politique et une grille de classe, et parler clairement d'une intégration européenne dominée par le grand capital, qui a réussi à imprimer dans les textes des traités européens des politiques et un cadre contraignant qui le favorise à tous les coups, qui favorise à tous les coups l'initiative privée des grandes entreprises et l'accumulation du profit maximum en imposant au travail, au sens des travailleurs et de la majorité de la population, un recul énorme. Nous assistons, à partir de 2008, on peut dire, à la plus grande offensive contre les droits économiques et sociaux et les droits civils et politiques à l'échelle européenne depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis les expériences du fascisme, du nazisme. Bien sûr, plusieurs pays de la périphérie ont connu des expériences de junte militaire et de dictature, et c'est le cas de la Grèce entre 67 et 73-74. Mais à l'échelle européenne, nous n'avions pas connu, depuis la Deuxième Guerre mondiale, une stratégie continentale, concertée d'attaque contre les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques. Et c'est bien cela à quoi nous assistons. Je disais problème de relation périphérie-centre. C'est un élément absolument clé d'explication. Et
il est important de montrer aux opinions publiques que quelque part, plus ça va mal dans les pays de la périphérie au niveau de la dette, mieux ça va du côté financier pour les États les plus forts. Par exemple, depuis la crise dite crise grecque de mai 2010, le coût du financement de la dette pour l'Allemagne ou pour la France ou un pays comme la Belgique ont radicalement baissé. C'est lié à la recherche par les capitaux qui se situent dans les pays de la périphérie de la sécurité. C'est lié bien sûr aussi aux politiques de la Banque centrale, à la succession de programmes comme celui du LTRO, ce prêt de 1000 milliards d'euros aux banques à un taux très bas à partir de décembre 2011. Mais fondamentalement, comme je le disais il y a un instant, il y a, pour des pays du nord de l'Europe ou du centre de l'Europe, du point de vue du pouvoir économique, une réduction du coût financier de la dette, alors que pour une série de pays de la périphérie, en particulier dans le cas présent la Grèce, l'accès aux marchés financiers est quasiment serré. Retour très rapide sur 2008. En 2008, on a une crise bancaire généralisée en Europe dans les pays les plus forts de l'Union européenne. La crise bancaire frappe le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas. Et rappelez-vous, en 2008, la presse disait que les banques espagnoles étaient à l'abri. Elles étaient blindées. On peut trouver des articles d'éditorialistes du Financial Times de 2008, début 2009, disant il n'y aura pas de problème du côté des banques espagnoles. En Grèce, les banquiers, et Karamanlis, et puis ensuite Papandreou, qui le remplace à partir du 4 octobre 2009, disent aussi il n'y a pas de problème du côté des banques privées. Or, en réalité, en 2008-2009, nous avions une crise bancaire généralisée qui frappait bien sûr, là c'est clair, l'Irlande, qui avait frappé l'Islande, mais qui frappait au cœur des économies fortes. La crise bancaire était généralisée, elle était la plus visible en Irlande, en Islande, en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni, et elle était là, bien présente également, dans des pays comme la Grèce et l'Espagne. Mais elle n'avait pas encore éclaté en tant que telle. Une partie de l'explication de l'ampleur de la crise qui va toucher des pays comme l'Espagne et la Grèce, mais également des pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, membres de l'Union européenne, c'est le fait qu'on a assisté de la part des grandes banques privées des pays les plus forts de l'Union européenne à un recyclage de liquidités vers les pays de la périphérie. Comme vous le savez, les banques allemandes ont prêté massivement au secteur de la construction en Espagne. Les banques françaises et allemandes ont prêté massivement aux banques grecques, aux ménages grecs et aux entreprises grecques. Dans le cas de la Grèce, entre 2001 et 2009, les prêts aux ménages ont été multipliés par 7, les prêts privés aux ménages ont été multipliés par 7, les prêts aux entreprises ont été multipliés par 4, tandis que la dette publique n'a augmenté que de 20% entre 2001 et 2009. Ce qu'on avait en 2008-2009, c'est une montagne de dettes privées avec un échafaudage branlant qui avait commencé à s'effondrer
dans les pays les plus forts de la zone euro. Et à partir de 2009-2010, les maillons faibles de la zone euro, notamment la Grèce et l'Espagne, menaçaient elles-mêmes du côté de leur secteur financier de s'effondrer et de produire un effet domino sur les banques allemandes et françaises qui s'étaient fortement exposées à l'économie de ces pays. J'explique cela parce que ce qui était fondamental à partir de 2010, c'est la transformation d'une crise de dette privée et en particulier de dette bancaire en une soi-disant crise de dette souveraine, qui est devenue par la suite effectivement une crise de la dette souveraine quand, suite à une série de politiques délibérées de socialisation des pertes des banques, les institutions au pouvoir en Europe et les gouvernements nationaux ont réussi à faire exploser la dette publique pour contenir l'effondrement du système financier privé. Et effectivement, à partir de 2010, il y a un début de crise de dette souveraine, mais qui est la conséquence du type de solution apportée à la crise de dette privée, à la crise bancaire. C'est extrêmement important d'avoir cela à l'esprit. Et c'est un des éléments clés des conclusions de l'audit qui a été réalisé, en tout cas la première phase de l'audit réalisée par la Commission pour établir la vérité sur la dette grecque instituée le 4 avril 2015 par la présidente du Parlement grec et soutenue par l'ensemble des autorités grecques et que j'ai eu l'honneur ou que j'ai toujours l'honneur de coordonner. Une des conclusions de l'audit que nous avons mené au cours des 3 derniers mois, c'est que en Grèce, en 2010, il n'y avait pas d'abord une situation fondamentale de crise de dette souveraine. Bien sûr, il aurait fallu diminuer la dette de la Grèce dès 2010, c'est certain. Mais l'élément fondamental, c'était une crise bancaire des banques privées grecques et l'effet de contagion possible sur les banques françaises et allemandes. Et le plan mis en place à partir de mai 2010 est un plan de sauvetage des banques françaises et des banques allemandes, ainsi que des banques grecques. Mais comme il n'était pas possible de redire à l'opinion publique européenne il faut sauver les banquiers, car l'opinion publique européenne ne l'aurait pas accepté, il a fallu construire une situation de dramatisation des finances publiques pour dire c'est la faute à la dette publique, c'est la faute aux dépenses publiques qui sont trop importantes, et il faut donc un plan de sauvetage de la Grèce pour sauver les Grecs. Alors que, comme Philippe Legrain, ex-conseiller de Barroso, président de la Commission européenne à l'époque, ou des directeurs exécutifs du FMI comme le directeur exécutif suisse ou brésilien Pablo Nogueira Batista, disent très clairement le 9 mai 2010, quand nous avons voté à la réunion de la direction du Fonds monétaire international le plan d'aide à la Grèce, c'était clairement un plan d'aide aux banques françaises et allemandes et aux banques en général. Il faut dire que dans un document interne du FMI qui est maintenant sur la place publique, les directeurs exécutifs français, allemands et hollandais se sont engagés pour convaincre les directeurs exécutifs suisses et brésiliens, argentins, iraniens, chinois, russes
les directeurs exécutifs, donc allemands, français et hollandais du Fonds monétaire international, se sont engagés à ce que leurs banques françaises, allemandes, hollandaises ne revendent pas des titres grecs. Ils ont menti parce que ce mémorandum de 2010, sans réduction de la dette publique, donnait le temps aux banques privées françaises et allemandes et hollandaises et aux banques privées grecques de vendre des titres grecs à d'autres sur le marché secondaire, notamment aux banques chypriotes qui l'ont payé très cher ensuite en mars 2013, mais aussi à la Banque centrale européenne qui achetait des titres grecs au-dessus de la valeur du marché et notamment qui achetait des titres grecs aux banques françaises et aux banques allemandes pour leur permettre de se dégager. Tout cela est un élément clé qui demande une réponse des organisations de gauche. Et j'en viens à la fin de mon exposé en disant la chose suivante. Si on fait un bilan de ce qui vient de se passer, bien sûr, les responsabilités du côté des autorités européennes sont évidentes. Et l'acte que va poser la Grèce en recourant au référendum le 5 juillet est un acte démocratique fondamental qu'il faut soutenir avec une très grande force et enthousiasme. Mais il est temps aussi d'analyser ce qui vient de se passer. L'idée a été qu'il était possible, par la négociation, de convaincre les institutions européennes. N'est-il pas important de faire un premier bilan de cela et de se demander s'il n'aurait pas fallu, dès le départ, menacer en tant que pays débiteur, et ça vaut pour d'autres gouvernements qui viendraient au pouvoir dans la zone euro, je pense notamment éventuellement à l'Espagne, dire aux créanciers, écoutez, pour nous il s'agit comme gouvernement de lancer un audit de la dette comme le prévoit le règlement 472 du 21 mai 2013 voté au Parlement européen et adopté par la Commission européenne. Nous réalisons un audit pour analyser la valeur des dettes qui nous sont réclamées. Nous vous demandons un effort comme créancier de réduction de la dette en convoquant une conférence européenne. Mais si vous ne le faites pas, nous passons à la suspension du paiement. Est-ce que, en recourant à la suspension du paiement, basée sur des arguments de droit international, est-ce que la Grèce n'aurait pas pu forcer les créanciers réellement à entrer dans une véritable négociation? La Grèce a décidé de faire preuve d'une excellente bonne volonté et a continué les paiements. 7 milliards ont été payés depuis février 2015, sans que le moindre euro n'ait été versé en contrepartie par les créanciers. Or, ces créanciers, avec l'aide des médias, réussissent, dans une partie de leur opinion publique, notamment en Allemagne, en France et en Belgique, à dire c'est Tsipras qui est intransigeant, alors que ce sont les créanciers qui sont inflexibles et intransigeants. Si la Grèce avait recouru à la suspension de paiement, bien sûr, on aurait dit la Grèce est intransigeante, mais on le dit maintenant qu'elle l'est alors qu'elle paye. Si elle avait suspendu le paiement, n'aurait-elle pas forcé les créanciers à faire de véritables concessions sur la base d'un dossier solide? Je pense qu'il y a des leçons à tirer, qu'il faut soutenir totalement l'attitude du gouvernement grec aujourd'hui de convoquer le référendum avec l'appui du Parlement grec, mais qu'il faut penser à ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent.
sans des mesures fortes, avec un acte souverain basé sur le droit international, il ne sera pas possible de forcer les créanciers à faire des concessions. C'est dur à tirer comme conclusion. Ça ouvre une situation avec des risques importants, mais je crois que c'est très important et que c'est justifié. Encore 2 points. Dans le cas grec, mais ça vaut, je termine en 1 minute, dans le cas grec, les pouvoirs publics grecs sont actionnaires majoritaires des grandes banques grecques, mais comme dans bien des cas, ont des actions dites préférentielles, qui ne donnent pas droit au vote comme actionnaires. Est-ce qu'il n'est pas temps, dans des pays comme l'Espagne ou la Grèce, de dire les pouvoirs publics doivent exercer totalement, pour défendre les intérêts de la population, leurs droits d'actionnaire, en transformant légalement la valeur des actions, le statut des actions préférentielles en actions ordinaires avec exercice du droit de vote. Et enfin, n'est-il pas temps, dans les alternatives, de dire qu'il faut créer une monnaie complémentaire? Il est possible de rester dans la zone euro et de créer une monnaie complémentaire par des instruments électroniques. L'Équateur vient de lancer une monnaie complémentaire électronique depuis 1 an et ça marche avec un succès important. S'il y a des questions là-dessus, je pourrais y répondre en vous développant ce qui se passe de ce côté-là et en quoi ça pourrait servir dans des pays comme l'Espagne, le Portugal, la Grèce et d'autres pays qui sont dans une situation d'insuffisance d'euros pour combler, pallier à l'insuffisance d'euros par la création d'une monnaie complémentaire qui pourrait représenter 10 à 15% de la masse monétaire en circulation, qui pourrait permettre toute une série de paiements et de versements de bons et d'allocations sociales, par exemple, et permettrait à ceux qui reçoivent un paiement en monnaie complémentaire de payer les transports publics, la facture d'électricité, d'eau, les transports publics et faire d'autres opérations monétaires importantes. Merci beaucoup pour votre attention. Ευχαριστώ τον Ερικ Τουσέν για την παρέμβασή του. Merci beaucoup. Merci beaucoup Eric Toussaint pour cette intervention. La commission du Parlement s'est donné 1 an pour conclure ses travaux. Et je pense, Eric, que vous aviez promis d'analyser la formation de la dette avant 2010. Je pense que vous avez dit que vous alliez creuser cette question pour voir ce qui s'était passé avant 2010 et comment on était arrivé à 125% d'endettement sans avoir un véritable système d'enseignement, système de soins de santé et État-providence. Parce que je pense que ce qu'on va remarquer, c'est qu'il y a des milliards qui sont passés dans des marchés publics pour la défense, des fonds qui ont disparu pour les Jeux Olympiques en 2004. Et il y a également des scandales énormes avec des entreprises comme Siemens. Vous trouverez également des cas de clientélisme. Donc, au nom du peuple grec, je vous invite vraiment à continuer vos enquêtes, pas uniquement sur ce qui s'est passé post-2010, mais également sur ce qui s'est passé avant cette date, parce que le mémorandum, il n'est pas tombé du ciel. Il s'agit du résultat d'une élite politique corrompue et clientéliste qui a gouverné la Grèce pendant des décennies et qui a mis en place ces conditions. Merci beaucoup, en tout cas, Eric Toussaint. Nous sommes impatients d'entendre le reste de vos conclusions et je passe maintenant la parole à M. Hudson de l'Université de Missouri.
I realize we've all written and... Merci. Je vois que tous les membres présents ici à la tribune ont plaidé pour que l'on réduise les dettes publiques et privées. Donc si on est en accord sur ce point, de quoi avons-nous besoin pour avancer et que va-t-il ressortir de cette réunion? Je pense qu'il nous faut tout d'abord une déclaration de ce que signifie la souveraineté en termes juridiques. Les nations souveraines doivent avoir leur propre croissance qui passe avant le remboursement de leurs dettes. Et on ne doit pas devoir vendre ses actifs, modifier la répartition des richesses pour rembourser des dettes. Alors bien évidemment, il faut une redistribution des richesses, mais pas des créanciers dans les conditions actuelles, parce que là, ça va entraîner une polarisation supplémentaire entre les 1% et les 99%. Je pense que lorsque les dettes atteignent le niveau qui fait qu'elles perturbent l'équilibre économique, elles doivent être mises en pause. Et je pense qu'il faut que le remboursement doit être limité aux capacités de remboursement. Pendant des centaines d'années, c'était là un des principes de base du secteur privé. Et le secteur privé avait une définition de l'économie de marché qui correspondait à cela. Le FMI, la BCE et la Commission européenne insistent pour que l'on mette un terme au marché, qu'il n'y ait pas de marché. C'est ça leur principe de base du néolibéralisme. Il ne s'agit pas de soutenir le marché, mais bien de perturber le marché. En Amérique, nous avons the law of fraudulent conveyance. Cela remonte à avant la Révolution et cela remonte aux colonies new-yorkaises qui dit que lorsqu'un créancier, les créanciers britanniques venaient chez nous pour faire des prêts aux agriculteurs de l'État de New York, ils leur prêtaient quelques centaines de dollars qu'ils pouvaient récupérer à n'importe quel moment. Et avant la récolte, ils demandaient le paiement et récupéraient leurs terres. Donc l'État de New York et d'autres colonies ont adopté une législation disant que si un créancier prête à un emprunteur sans savoir comment cet emprunteur peut rembourser dans des conditions normales, ce prêt est nul et non avenu. Et on a fait appel à ce principe également dans les années 80 avec les junk bonds. Des extérieurs arrivaient, achetaient des junk bonds, des obligations pourries à taux d'intérêt élevé, avec Skid Nerves, un cabinet d'avocats. Ils reprenaient les entreprises, vous allez voir les travailleurs en disant, ben voilà, on va déclarer la faillite et nous allons retirer votre fonds de pension si vous ne remboursez pas. Un grand nombre d'économistes libéraux ont vu que le travailleur pouvait faire partie du capitalisme. On a parlé de capitalisme ouvrier du côté de Thatcher en reprenant les termes de Pinochet. Et c'était un terme qui avait été inventé par un économiste de Chicago. Donc, il s'agit d'une nouvelle manière d'employer les travailleurs, pas en leur payant des salaires bas, en les engageant, mais en s'accaparant leurs fonds de pension. Et les fonds de pension à Chicago, aux États-Unis, il y a le Employee Stock Ownership Program. L'employeur paye les employés en leur donnant des actions de l'entreprise. Et la moitié de tous ces ICEPs, comme on les a appelés, ont fait faillite. Il y a quelques années, un prédateur immobilier a acheté le Chicago Tribune. Et il a pillé les actions des entreprises et à payer les créanciers de l'entreprise. Donc un grand nombre d'entreprises sont fait racheter, mais utiliser ce principe pour éviter cette situation. Donc c'est le jeu que la Troïka joue avec la Grèce. Ils ont le prêt à la Grèce. Tout le monde était d'accord, mais il ne peut pas être remboursé. Le FMI, en 2001, a prêté de l'argent à l'Argentine. Et on peut dire que le principe fondamental du FMI, c'est que tout gouvernement peut payer n'importe quel montant de dette
à condition d'appauvrir suffisamment les travailleurs. Donc l'idée d'avoir des économies qui visent à rembourser les créanciers étrangers vise à s'opposer au travail. L'idée remonte à Frédéric Kayak au début du siècle et les Autrichiens ont étendu cette théorie. On en fait une doctrine anti-travail. Donc, on a dit à la Grèce de se débarrasser de ces îles, de ces infrastructures. Il y a quelques jours, le Fonds monétaire international a dit que la Grèce pouvait rembourser toutes ses dettes si elle privatisait 15 milliards d'euros d'ici 2022, donc au cours des 7 prochaines années. Mais en 2011, le FMI avait dit que les Grecs ne pouvaient pas rembourser leurs dettes. Le board était d'accord pour dire que ce n'était pas possible, mais le président du FMI était français, il souhaitait être candidat à la présidence, et Sarkozy a dit que la plupart des dettes se faisaient sur le dos des Français. Donc on ne peut pas être candidat à la présidence de la France si, dans ces conditions. Donc le Conseil européen, lui, pendant ce temps-là, et la Banque centrale européenne ont dit le FMI, personne ne vous a écouté ces dernières années, vous n'avez plus de clients parce que personne ne souhaite être soumis à l'austérité, vous ne serez pas partie prenante à la Troïka, à moins que vous ne disiez que les Grecs peuvent rembourser, parce que nous avons des banquiers allemands. Et puis, Obama et d'autres sont venus au sommet du G8, ils ont rencontré Mme Merkel, M. Sarkozy, ils ont dit, écoutez, les banques américaines, elles ne prêtent plus aux entreprises pour créer du capital tangible et créer de l'emploi. Les banques américaines avaient fait tellement de paris sur des dérivés et sur le pari que la Grèce pouvait rembourser. Elle a dit les banques américaines qui ont parié sur le mauvais cheval grec vont faire faillite, donc il va falloir les aider. Et parce que si nous on coule, vous coulerez également. Nous, on est des Américains, on peut le faire. Ils se sont donc tous mis d'accord pour que la Grèce rembourse sa dette. Donc, en termes juridiques, si la Grèce avait été un véritable marché, un créancier privé, le marché l'aurait aidé parce que la dette grecque représente environ un tiers du principe et un grand nombre de spéculateurs aux États-Unis ont gagné de fortune lorsqu'on prêtait l'argent à la Grèce pour qu'elle rembourse sa dette. Non seulement elle a remboursé sa dette, mais elle a permis à Papandreou, son leader élu, d'être remplacé par un technocrate nommé par le secteur financier. Il s'agit de Lucas Papademos. Et lui, c'était le responsable de la Banque centrale grecque en 2001, lorsque la Grèce a rejoint l'euro, et en tant que responsable de la Banque centrale, Papademos a falsifié les comptes grecs en ayant un off-balance sheet translation avec Goldman Sachs, donc une transaction hors bilan. Donc il s'agit de l'homme, d'un menteur professionnel qui a insisté, ou que l'on a insisté pour nommer à la tête de la Grèce, de l'économie grecque, pour qu'il puisse renverser la démocratie. Merkel a dit à Papandreou, vous ne pouvez pas organiser un référendum parce que les gens voteraient non. Mais c'est très intéressant. Qu'est-ce qui justifie la dette? Là, on peut revenir à la Belgique. Il y a 500 ans, lorsque les Pays-Bas luttaient pour leur liberté contre la monarchie Habsbourg en Espagne. Les monarchies européennes, l'Espagne, l'Angleterre, avaient fait défaut sur leur dette à plusieurs reprises. Et habituellement, une dette royale, donc lorsque le roi mourait, on remettait l'ardoise à zéro. Mais les Pays-Bas ici ont innové. Ils ont fait un emprunt par le Parlement, par les villes-États. Et tout d'un coup, ces Pays-Bas ont pu lever des fonds sur le marché des crédits afin d'investir dans la défense militaire, afin de renverser les Habsbourg
parce que la démocratie parlementaire pouvait engager le pays à payer alors que les autocraties ne pouvaient le faire. Donc pendant plusieurs centaines d'années, les intérêts financiers de l'Europe venaient soutenir la démocratie parce que elle incitait le pays à rembourser les dettes. Résultat, pendant des centaines d'années, on a eu la démocratie. Je pense que ce dont nous avons besoin pour aller de l'avant, c'est un forum international pour mesurer la capacité de rembourser les dettes. À quel moment le remboursement de la dette devient trop important? C'est ce que font sans cesse les tribunaux américains. Rappelons-nous 1929, le plan Young. Les Allemands ne pouvaient pas rembourser. Les Alliés ont fait faillite en tentant de rembourser la dette interalliée aux Américains pour la dette de la Première Guerre mondiale. Le plan Young demandait la création d'une banque des règlements internationaux afin de réaliser, de voir comment ou combien l'Allemagne pouvait se payer, se permettre de rembourser. Et notamment en exportant, comme Keynes l'a étudié, et il dit que c'est l'obligation des créanciers de l'Allemagne de dire comment l'Allemagne peut rembourser. Quelles sont les exportations que l'on peut accepter de votre part? Que pouvons-nous faire? Dans la pratique, les municipalités allemandes empruntaient de l'argent à New York. Les banques du Reich convertissaient les dollars en marques, et cela permettait de payer les réparations de guerre à la France et au Royaume-Uni, qui à leur tour remboursaient les États-Unis. Alors, ça donnait l'illusion que les dettes étaient remboursées. C'est ce que dit Varoufakis pour la Grèce aujourd'hui. Donc, Syriza était prêt à rembourser au FMI et à la Banque centrale européenne tant qu'il ne fallait pas sortir un penny grec, tant que la Troïka leur prêtait suffisamment d'argent, non seulement pour se payer, mais également pour payer les retraites. Et puis la Troïka a été arrêtée. Donc je pense que le problème, c'est qu'aujourd'hui, après la Deuxième Guerre mondiale, la Banque des règlements internationaux est devenue un lieu de réunion pour les banques commerciales et les banques centrales. Et les banques des États-Unis, des Royaumes-Unis, de la France, de l'Allemagne, les banques centrales sont finalement les porte-parole des banques commerciales. Donc on en arrive à une situation de junk economics. C'est l'économie de l'école de Chicago. C'est celle qui a perdu dans les années 20 dans le débat entre Keynes contre Bertel Ohlin, Jacques Rueff, etc. L'idée dans les années 20 remontait à David Ricardo. 1820, Ricardo a développé la théorie des junk monétaires pourris, disant qu'il y avait un remboursement automatique des créditeurs, des créanciers. En disant cela, pendant qu'il disait ça, ces deux frères ont fait le premier prêt important à la Grèce. La Grèce a fait faillite parce qu'elle avait 32 problèmes à rembourser ses dettes après 1823-1824, l'émission de la dette. Et la Grèce a fait défaut pendant quelque temps. Donc, pendant que les frères Ricardo plumaient la Grèce, David Ricardo disait que la dette ne pouvait jamais être un problème. Et ces théories ont totalement été dépassées par d'autres à l'époque. Nous devons remarquer que les banques commerciales dans pratiquement tous les pays sont devenus un système pervers. Les banques commerciales qui contrôle les banques centrales, contrôle la Banque des règlements internationaux et ont la même théorie de l'économie pourrie qui dit que l'on peut rembourser les dettes. Mais je pense que nous devrions être à la pointe pour créer
une institution internationale qui pourrait élaborer une théorie de ce qui peut être payé ou non comme dette. Il s'agirait d'un prototype de ce qui doit être créé aujourd'hui, comme ça aurait dû être créé d'ailleurs en 1929. Et si nous devons créer cette institution, c'est parce que le monde de la finance est devenu la guerre du XXIe siècle. L'objectif final, c'est comme dans une guerre militaire, conquérir les terrains, les îles grecques, les droits sur le gaz et les monopoles sur le secteur public doivent être supprimés. C'est ce que souhaitent les créanciers. Ils sont disposés à prêter de l'argent à la Grèce tant qu'ils peuvent insister pour vendre le domaine public en cas de non-remboursement. Ils ont utilisé cette même économie, cette même théorie de la privatisation pour justifier. Il s'agit de limiter le prix que l'on demande pour les brins subventionnés en taxant la richesse. Donc une fois que l'objectif vise à ce que les pays ne puissent payer un enseignement coûteux, des soins de santé coûteux, un système de transport coûteux. Nous avons des gens comme Carlos Slim au Mexique qui ont pu s'enrichir. Donc toute l'idée du remboursement de la dette étrangère va à l'encontre de l'idée de l'autodétermination. Le code fiscal dit que tout État politique a la possibilité de publier ou d'émettre de la monnaie et de déterminer à quel terme, à quelles conditions les dettes peuvent être remboursées. La zone euro, qui a repris la Banque centrale, empêche aux pays de monétiser leurs dettes dans l'économie. Tous les économistes, pas uniquement ceux à la tribune, tous les économistes disent que la Grèce devrait faire ce qu'ont fait les États-Unis, creuser le déficit public pour relancer la flamme de l'économie plutôt que l'inverse. Mais ce n'est pas ce qui est fait. Ce qui est nécessaire, c'est d'effacer l'ardoise, pas uniquement concernant la dette étrangère officielle, mais également la dette intérieure. Si vous voulez un exemple, il s'agit de voir le miracle économique allemand. Il s'appuie sur la réforme monétaire des Alliés de 1947. Toutes les dettes intérieures de l'Allemagne ont été annulées parce que ces dettes étaient liées aux nazis. Il y avait une exception, la dette des employés, qui était due aux employés. C'est justement l'exact inverse du fait de rogner sur les retraites comme ce que l'on préconise pour la Grèce aujourd'hui. Toutes les dettes ont été annulées et moi et d'autres avaient des idées sur la manière de réduire la dette du secteur privé également. Ce qui est également nécessaire, c'est une réforme fiscale pour éviter que ce type de dette puisse se creuser à nouveau. Aux États-Unis, les banques ne prêtent pas pour la formation du capital industriel ou pour le travail, non. Dans le nord de l'Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis, 80% des prêts sont des prêts hypothécaires pour des terres, du terrain. On ne prête pas à d'autres fins, les fins de recherche, les rentes des minéraux, des monopoles. Le moyen d'éviter ce type de problème lié à la dette, disons qu'il n'est pas nécessaire de renationaliser les terres ou ce qui a été pris par les kleptocrates et les privatitaires. On peut avoir une taxe économique. Le système ressemble à ce qu'a imposé les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les physiocrates français comme Kenney ou Adam Smith ou John Stuart Mill ou d'autres ont développé des théories pour isoler l'élément du prix qui n'avait pas de valeur. On a isolé la rente économique pour épargner à l'Europe
Les monopoles sont créés pour rembourser les détenteurs d'obligations. Donc tout ça, c'était la doctrine des partis travaillistes avant la Première Guerre mondiale. Alors bien évidemment, on sait qu'ils sont passés à la droite du spectre politique et qu'on ne doit plus les qualifier de socialistes ou de sociodémocrates. Ce que nous devons faire, c'est relancer le programme économique classique. C'est ironique. Et c'est une surprise. John Stuart Mill le qualifiait de socialisme. Il n'y avait pas que le socialisme marxiste. Pratiquement tous les économistes de la fin du XIXe siècle se qualifiaient de socialistes parce qu'ils étaient convaincus que le capitalisme se transformait dans le socialisme. C'est pour ça que Marx était si radical. Ce n'était pas qu'il était opposé au capitalisme. Le principe de Marx était que le capitalisme en lui-même était révolutionnaire. Révolutionnaire en ce sens qu'il supprimait les vestiges du féodalisme. Et c'est la raison pour laquelle Marx était haï. Donc, lorsque des leaders de Syriza comme Varoufakis disent qu'ils souhaitent sauver l'Europe, de quoi souhaitent-ils sauver l'Europe? Du fait qu'il n'y a pas de véritable banque centrale. La Banque centrale européenne ne prête pas au gouvernement afin qu'il dépense dans l'économie. Non, elle prête aux banques centrales pour faire des prêts prédateurs afin de transférer la propriété des prêts hypothécaires et la propriété via une privatisation. Ce défaut, il paralyse la zone euro, qui s'est appuyée sur l'école de Chicago et ses principes, donc une politique pourrie. Et c'est ce qui fait que la zone euro n'est pas viable à long terme. Et c'est ce que Tsipras et Varoufakis doivent faire aujourd'hui. La zone euro, elle a été conçue pour que les gouvernements ne puissent pas creuser de déficit. Donc, sans possibilité de monétiser la dette, l'économie doit s'appuyer sur les banques commerciales afin de trouver les moyens de faire gonfler l'économie. C'est le rêve de n'importe quel banquier, mais c'est également une dépression permanente. Et c'est ça la zone euro. Bon, Donald Rumsfeld, qui n'est pas votre ami, j'imagine, parlait de la vieille Europe avec arrogance. Il a dit que la zone euro était une zone morte. Et je pense qu'en fait, il a raison. Donc les dirigeants de Syriza, ils tentent de sauver l'Europe de l'idéologie pro-financière anti-travail qui paralyse l'Europe vu qu'il n'y a pas de véritable banque centrale et en limitant les déficits à 3% du PIB au titre du traité de Lisbonne. Et on a une économie qui se rétrécit, qui aura moins de recettes fiscales, davantage de déficits gouvernementaux et la BCE va demander de nouvelles privatisations. Donc le système monétaire, sa structure s'en prend au domaine public. Il s'agit d'avoir des coûts de la vie qui fait que l'on est soumis aux créanciers et que l'on est encore moins en mesure de rembourser. Et le BCE, le FMI, le Conseil européen disent au gouvernement de rembourser en privatisant. Et en fait, l'Europe, elle ressemble à la Russie après 1991, lorsqu'on leur a dit que c'était cela qu'il fallait faire. Il n'y a pas que cela. La Troïka a dit à la Grecque de ne pas vendre au plus offrant. On a dit à la Grèce, il ne faut pas avoir d'économie de marché. Si la Russie vous propose des conditions plus avantageuses qu'une entreprise européenne, il ne faut pas vendre à Gazprom. Il faut conscientiser le public au fait que la domination de l'économie, ce n'est pas une économie de marché. À Chicago, l'école de Chicago, c'est la planification centrale. Et donc, on dit qu'il faut que ce ne soit plus les gouvernements qui décident, mais les banques commerciales aux États-Unis, de Washington à Wall Street. Ça, c'est l'administration Obama et son principe. D'une certaine manière, on pourrait dire que la crise actuelle, vu qu'elle
a poussé l'économie dans la crise, c'est une possibilité afin de relancer la discussion économique qui s'est arrêtée il y a un certain temps. Une possibilité d'annuler des dettes qui ne peuvent pas être remboursées. La possibilité de faire de la Grèce une économie très concurrentielle, parce que si on fait la même chose que pour l'Allemagne en 48, vous serez une économie à bas coût. Aux États-Unis, si on regarde le budget d'une famille, le gouvernement garantit des prêts hypothécaires à hauteur de 43% du revenu d'un emprunteur. Le marché pour les prêts hypothécaires aux États-Unis est planifié au niveau central. Les banques ne prêtent pas si le prêt n'est pas garanti par le gouvernement. Même chose pour l'enseignement. Planification centrale, les prêts étudiants sont garantis par le gouvernement. Lorsque l'on voit ce que le salarié américain moyen doit payer avant de pouvoir acheter des biens et services ou de la nourriture, eh bien 70% de son salaire vise à payer le logement, l'éducation, les banques, les taxes. Donc, les États-Unis ou tout autre pays qui doit rembourser les banques ne peut pas être concurrentiel. C'est pas une surprise si l'on est à la traîne par rapport à l'Asie. Donc, ce que j'espérais de la part de Syriza, lorsque les banques font faillite, la Banque centrale a mis la tête des banques grecques sous l'eau en utilisant des outils utilisés par les oligarques grecs pour reprendre les rênes du reste de l'économie. J'espérais que Syriza allait créer une banque publique. Je pense que toutes les banques centrales devraient créer une banque publique qui fonctionnerait à coût réel et qui permettrait d'avoir une véritable concurrence sur le marché avec le monopole des banques. Donc, vous voulez la même chose pour les banques, les soins de santé et bien d'autres. C'est la seule manière d'éviter un système bancaire tordu qui fait que on ne gagne de l'argent en extrayant de la rente. Les banques doivent faire des prêts productifs qui peuvent être remboursés pour les entreprises. Et pour ce faire, il faut une nouvelle organisation qui vienne définir, une nouvelle institution qui vise à définir la capacité de remboursement, ce qui est un prêt normal, et qui est la possibilité d'annuler les dettes qui ont été contractées afin d'accaparer la propriété. Merci. Ευχαριστώ τον Michael Hudson. Νομίζω ότι Merci beaucoup, Michael Hudson. Il s'agit vraiment d'un enrichissement de notre débat. Au vu de toutes les réflexions que nous menons, nous n'avons pas vraiment défini de temps de parole. Nous avons commencé en retard. Nous allons poursuivre les travaux. Et il est bon que nos invités aient le temps de faire part de leur avis et de leur point de vue. Je voudrais maintenant donner la parole à Steve Keen. Il travaillait à l'université